sur la partie aérodynamique et je m'étais arrêté la semaine dernière sur la résultante des forces aérodynamiques, donc la portance. Les résultantes des forces aérodynamiques, on a vu que le profil va à la fois donner une certaine portance, voilà, et l'allongement est essentiel. Je vous rappelle donc cette formule de la portance qui est la formule absolument indispensable à connaître. Donc ça fait partie des 3 formules à connaître absolument par cœur parce que non seulement il y a des questions sur la portance, il y a des questions sur des questions très indirectes sur notamment les vitesses, la situation d'un aéronef selon qu'il est en altitude, selon qu'il est dans de l'air plus chaud, etc. Donc il y a des questions qui vont nécessiter que vous connaissiez la formule de la portance pour pouvoir répondre à la question. Si on pose une question sur notamment est-ce que la distance de décollage, vous êtes sur un terrain, vous êtes à Courchevel à 1650 mètres d'altitude et il fait 25 degrés, est-ce que la distance de décollage est plus longue ou plus courte? Voilà. La réponse, vous êtes en altitude. Donc, la densité de l'air est plus faible. En plus, il fait chaud, donc la densité de l'air est encore plus faible. Donc, forcément, si la densité de l'air est plus faible, ρ diminue, donc RZ diminue, donc la portance diminue, donc la distance de décollage est plus longue. Voilà. Donc, il faut connaître cette formule pour pouvoir évaluer les conséquences. Ou si la distance de décollage n'est pas forcément plus longue, en tout cas, il vous faudra atteindre plus rapidement une vitesse supérieure. Si ρ est plus petit, il faut que V soit plus grand. Alors, effectivement, pour que V soit plus grand, une des solutions, c'est déjà de mettre plus de temps pour décoller. Il faudra plus de longueur pour atteindre la vitesse. Ou éventuellement, il faut appliquer plus de puissance. Ou éventuellement, il faut modifier la surface de l'aile, c'est-à-dire sortir les volets. Ou éventuellement, modifier la courbure. Je vais être obligé de m'interrompre une seconde pour aller fermer une fenêtre parce que j'ai un gros bruit à l'extérieur. Là. Bon, on va continuer pour l'instant. Voilà, donc ça, c'est la première formule qu'on a vue la semaine dernière. Nous avons vu aussi qu'une aile produit un certain nombre de turbulences. C'est pour ça qu'on a développé, elle produit des défauts de portance sur ses extrémités du fait de l'écoulement de l'air qui n'est pas perpendiculaire au profil. Plus on va vers l'extrémité du profil, plus l'air s'écoule légèrement en travers. Et il aboutit effectivement à ce qui s'appelle le tourbillon de Prandtl. Cette turbulence est extrêmement importante sur une aile de grande taille, par exemple derrière un gros porteur. Elle peut mettre 2 à 3 minutes à disparaître avant que l'air ne se calme. Et donc, un petit avion qui rentre dans ce cône de turbulence n'a aucune chance de s'en sortir. Il se retrouve sur le dos, il se retrouve dans la machine à laver en programme essorage. Et inutile de vous dire que ça se finit très mal. Évidemment, si l'aile est plus longue et la corde est plus courte, cette turbulence diminue. Comme je vous l'ai dit, l'aile idéale, elle a une corde nulle et une longueur infinie, mais on ne sait pas la fabriquer. Alors, on a une solution qui diminue sérieusement cette turbulence de sillage et notamment qui améliore l'écoulement à l'extrémité de l'aile, c'est de mettre des winglets. D'accord? Donc ici, vous voyez les winglets ou les sharklets maintenant qu'on appelle parce qu'ils ont une forme d'aileron de requin, vont en fait courber vers le haut l'extrémité de l'aile. Comme ils courbent vers le haut l'extrémité de l'aile, ils vont forcer l'écoulement de la dernière partie de l'aile de façon perpendiculaire au profil, ce qui va permettre, pour la même énergie et la même traînée, de récupérer de la portance ici à l'extrémité de l'aile. Comme je récupère de la portance, évidemment, je vais dépenser moins d'énergie pour aller plus vite et je vais donc avoir moins de consommation d'énergie. Les sharklets et les winglets peuvent permettre d'économiser jusqu'à 10% de consommation du carburant. Et une des façons d'économiser du carburant, c'est qu'il y a moins d'énergie perdue dans le tourbillon que là. Ce qui veut dire que, comme cette énergie, parce que tourbillon, ça veut dire faire tourner de l'air, donc déplacer de l'air. Pour déplacer de l'air, il faut qu'il y ait l'énergie qui déplace cet air. Et cette énergie, elle vient de rien d'autre que de la résistance à l'avancement dans l'air.
Donc, quand on a un gros tourbillon comme ça, il va consommer de l'énergie. Quand on a un petit tourbillon, il en consomme moins. Et donc, forcément, j'ai besoin de moins de puissance moteur, j'ai besoin de moins d'énergie pour avancer, donc j'ai besoin de moins de carburant. Donc, l'allongement, deuxième formule à connaître absolument, lambda, à savoir envergure au carré divisé par surface, d'accord, envergure, L. On met l'envergure, L, l'envergure, c'est de l'extrémité de l'aile gauche à l'extrémité de l'aile droite. D'accord, c'est la totalité de l'envergure, ce n'est pas la demi-longueur. Voilà, on met l'envergure au carré, on divise par la surface, on obtient ce qu'on appelle l'allongement, alias aspect ratio. Et donc, l'allongement, plus l'allongement est grand, plus la performance de l'aile sera élevée. Et nous allons le voir parce que c'est ce qui va améliorer une partie de l'efficacité de l'aile. Alors, la deuxième composante aérodynamique, certes, quand j'avance dans l'air, mon profil génère de la portance, ce que nous avons vu là, d'accord. Quand mon aile se trouve dans un flux d'air, on engendre de la portance. Manque de bol, on engendre aussi de la traînée. Donc, j'ai parlé de la traînée de forme, la traînée induite, la traînée de sillage. Grosso modo, la traînée de forme, c'est la résistance ici devant. Donc, plus c'est gros, plus c'est épais, plus c'est carré, plus la traînée de forme, c'est-à-dire le fait de pénétrer dans la masse d'air, devient difficile. Donc, il y a une première force. On peut simplifier comme ça, comme étant la difficulté à rentrer dans l'air. La deuxième force, la traînée induite, c'est le frottement sur les parois. Si je prends ce profil qui est déjà plus efficace, voilà, il y a une traînée de forme devant, il y a une traînée induite qui va augmenter en fonction de la corde de l'aile, et on va avoir une traînée de sillage, c'est le trou qu'elle fait derrière dans l'aile, parce que l'écoulement ici va être turbulent, et donc ce qui avance à la fois se cogne contre l'air qui est devant lui et aspire l'air qui est derrière lui. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'aspiration. D'ailleurs, que les cyclistes connaissent bien, quand on est un cycliste et qu'on est derrière un autre cycliste, on va utiliser l'aspiration. Eh bien, c'est une partie de la traînée de sillage. Alors, la traînée, comme je vous l'ai expliqué, elle a exactement la même formulation que la portance. Eh bien, c'est tout simplement que la résultante de la traînée est fonction de la densité de l'air, de la surface du bidule. Alors, de la surface, cette fois-ci, plus de la surface de l'aile, mais de la surface de l'objet pénétrant, c'est-à-dire ici la surface de ça, non pas la surface de ça, ici, là, mais la surface résultant que quelque chose qui est 2 fois plus épais, va générer une traînée 2 fois supérieure. Voilà. Et ce qui a la même épaisseur, si c'est 2 fois plus long, ça ne change rien. Ça ne change pas grand-chose. Ça va bouger un peu, mais ça ne va pas bouger beaucoup. Ça va changer en fait le CX. Mais par contre, plus ce truc est épais ici, plus ça va résister à rentrer dans l'air. Donc la surface, c'est la surface à l'air, donc la partie traversant le fuselage. On va tenir compte, par contre, dans les avions, on va prendre à nouveau la surface de l'aile, parce que l'épaisseur va être prise en compte dans le CX. Quand on augmente la surface, on augmente le frottement, on augmente la traînée induite, etc. Et évidemment, la densité de l'air va jouer aussi. Si je monte en altitude, densité de l'air plus faible, résistance à l'avancement beaucoup plus faible. Voilà pourquoi les avions de ligne volent à 10 000 mètres et pas au niveau de la mer. Parce que comme la densité de l'air est de l'ordre de 5 à 6% de la densité de l'air au niveau de la mer, non, un peu moins de 10%, eh bien, ils ont besoin de 10 fois moins d'énergie pour voler à la même vitesse. Enfin, évidemment, la forme de l'aile va exactement, comme pour la portance, être directement en lien avec la traînée. Plus le machin est gros, biscornu, cubique, plus le CX va être élevé, plus il est fin, plus il est effilé, plus il est pointu devant, pointu derrière, moins il va générer de traînées de forme et de traînées de sillage, et plus le CX sera bas. Alors, on était sur cette slide-là. Donc, tout profil aérodynamique a des caractéristiques qui vont engendrer à la fois… Attendez, je suis en train de me dire que la caméra, je n'avais pas besoin, voilà. Qui vont engendrer… Là, actuellement, je suis en partage, donc vous voyez uniquement ça.
toute forme d'aile va se caractériser par un certain nombre de choses qui sont propres à définir et à représenter sa forme. Alors vous avez évidemment devant deux choses qu'on a déjà vues dans l'étude des aéronefs, leading edge, bord d'attaque, trailing edge, bord de fuite. Il faudrait d'ailleurs que je les mette effectivement en français dans le texte. Là, pour une fois, tout est en anglais. D'accord? Dessus, upper wing surface extrado, lower wing surface intrado. Voilà. Et donc, vous avez un certain nombre d'éléments qui vont contribuer à la fois la création d'une portance et l'apparition d'une traînée. Alors, qu'est-ce qui va déjà créer de la portance? Eh bien, la première chose, c'est l'épaisseur du profil, thickness. En effet, l'air qui va passer sur l'extrado ici, l'air dévié sur l'extrado, va faire un chemin plus long que l'air qui passe sur l'intrado. Il va donc accélérer, ce qui crée une dépression à la surface de l'extrado et une surpression parce que l'air qui passe en dessous lui va être freiné, et donc va générer une surpression sur l'intrado. Alors globalement, 70 à 80% de la portance vient de la dépression sur l'extrado et environ 20 à 30% de la surpression sur l'intrado. Donc l'avion est aspiré vers le haut et ne vient pas s'appuyer sur l'air. Qui plus est, cette différence de chemin va être d'autant plus importante que la cambrure, camber, va être plus importante. Donc, l'épaisseur va jouer, mais si l'épaisseur se traduit par un profil symétrique, comme par exemple sur cette espèce de suppositoire, là vous voyez un profil épais, mais symétrique. Il ne va pas générer une portance fantastique. Par contre, si la courbure de la partie dessus est supérieure à celle de la partie en dessous, donc si j'ai une certaine épaisseur, mais que cette épaisseur se traduit par une certaine cambrure, cambrure plus épaisseur vont contribuer à ce que le chemin du dessus soit encore plus long. Et plus la différence de longueur entre le chemin du dessus et le chemin du dessous est grand, plus la différence de vitesse va engendrer une dépression importante. D'accord ? Plus c'est cambré, plus il y a de dépression. Plus il y a de différence de vitesse, plus il y a de dépression. Par contre, à partir d'un certain moment, la cambrure va plus être très efficace parce que les filets d'air vont se décoller. D'autant plus que si j'augmente l'épaisseur pour augmenter la cambrure, je vais augmenter l'épaisseur et là, on vous dit que l'air est stoppé ou fortement ralenti au bord d'attaque. Donc, il y a ici une surpression devant le bord d'attaque et une dépression ici au bord de fuite. Alors, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une dépression dessus, une surpression en dessous qui va générer de la portance. Malheureusement, le prix à payer, c'est qu'il y a une compression ici et une dépression à la fin qui, eux, vont engendrer de la traînée. Donc, chaque fois que je vais courber plus mon aile, autrement dit, la différence qu'il y a entre la cambrure, cette ligne qui se trouve en permanence à mi-chemin entre l'extrado et l'intrado, et la corde, qui est la droite qui relie le bord d'attaque au bord de fuite, la différence entre la cambrure et la corde vont être à l'origine d'une portance. Plus je vais augmenter la cambrure, plus je vais augmenter la portance, mais comme je vais aussi augmenter l'épaisseur, je vais augmenter la traînée, c'est-à-dire augmenter la compression devant et la dépression derrière. On est donc dans une situation où on est un peu embêté, parce que chaque fois que je vais essayer d'augmenter la portance en augmentant la cambrure, je vais payer ça très cher parce que je vais augmenter la traînée. Donc, il va falloir que pour atteindre la même vitesse, j'augmente la puissance de mon moteur. Ça veut dire que je vais augmenter la consommation d'essence, l'énergie et le coût. Alors évidemment, ça fait maintenant plus de 100 ans que l'on cherche par tous les moyens possibles à augmenter la portance.
Voilà. Donc, via la cambrure, via les variations de cambrure, via la forme du profil d'aile, si possible, sans augmenter la traînée, qui est quasiment mission impossible. Donc, on va chercher les techniques pour augmenter la portance en augmentant le moins possible la traînée. Alors, pour ça, on a déjà reparlé des caractéristiques du profil. La corde joint le bord d'attaque au bord de fuite. La corde moyenne, alias cambrure, fait la liaison à égale distance entre l'intrado et l'extrado. Et l'épaisseur de profil est prise entre l'intrado et l'extrado perpendiculairement à la corde. Ici, vous avez un endroit où vous avez l'épaisseur maximum du profil, elle est ici. Voilà. Donc, l'envergure, elle, c'est la distance entre les deux extrémités d'aile. Et donc, l'allongement, c'est l'envergure S au carré divisé par la surface de l'aile. Alors, on a mis au point petit à petit des profils de plus en plus intéressants, de plus en plus performants. Alors, il y a encore pas si longtemps que ça, il y a une trentaine d'années, les profils étaient quand même essentiellement dessinés à la main, bon, un peu de plus en plus par ordinateur, mais on faisait des profils, voilà. On modifiait légèrement des profils, genre celui-ci, là, le NACA. Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on diminuait un petit peu la corde, la courbure arrière et on augmentait un peu la courbure avant. Donc, on déplaçait le point d'épaisseur maximale, on le déplaçait vers l'avant. Ou à l'inverse, on affinait un peu l'avant, mais on augmentait l'épaisseur à l'arrière. Voilà, du style. Alors ça, par exemple, le profil Epler, on a une épaisseur maximale qui est un peu plus en avant que sur un AK où il est à peu près ici au premier tiers. Sur un Epler, il est grosso modo, le point d'épaisseur maximum est au premier quart. Alors après, on a fait voilà, des profils du style Rong Z. Donc lui, l'épaisseur maximum est à peu près à la moitié et surtout derrière, on affine énormément le profil avec un système qu'on appelle biconcave. Voilà. Donc, au lieu de profil biconvexe. Donc, il est convexe dessus, il est convexe dessous. Celui-là, par exemple, est très stable. Celui-ci est pas terrible. C'était des essais qui ont été faits. Alors, comment on faisait encore jusqu'à il y a une trentaine d'années? On dessinait, puis on faisait une maquette, puis on allait dans une soufflerie. Puis on regardait si c'était mieux ou moins bien qu'avant. Aujourd'hui, on commence à avoir une petite idée grâce justement aussi à de la visualisation avec des caméras à très haute vitesse, on voit ce qui se passe au niveau des filets d'air. Et surtout, on commence à avoir des ordinateurs suffisamment puissants pour faire des modélisations de l'écoulement de l'air. Et donc maintenant, on commence à travailler sur des profils que l'on fabrique, que l'on crée numériquement et sur lesquels on commence à avoir des petites idées. On commence à créer des profils nouveaux depuis quelques années, en particulier d'ailleurs pour les planeurs. Il y en a notamment on a un certain nombre de planeurs de la fin des années 90, début des années 2000, avec notamment les Duodiscus et aujourd'hui les Arcus de chez Schempp-Hirt. Encore mieux, le nouveau profil d'aile qui a été sorti par les Jonker Seaplanes, donc le JS3 de fabrication sud-africaine. Il a sorti un profil qui est relativement révolutionnaire parce qu'il offre des performances et des finesses qu'on n'avait jamais vues avant. Sur les avions, le travail est à peu près du même ordre. Aujourd'hui, chez Airbus, on a des équipes entières consacrées justement au travail sur les profils. Et alors, sur les avions de ligne en particulier, c'est moins le cas sur les avions d'aviation générale, même si on a le cas, par exemple, du DR400, où vous avez une aile qui est en deux parties, le Robin DR400, qui est un avion d'aéroclub très classique. Je vous en ai montré quelques photos. Il a une aile qui est en deux parties. Une partie qui est relativement plane, relativement épaisse, et ensuite une deuxième partie avec un dièdre positif, dont la corde est plus courte,
dont l'épaisseur est moins grande et qui est en forme de trapèze. Mais surtout, elle a un dièdre positif. Et comme elle est à l'extrémité de l'aile, évidemment, en virage, elle va plus vite. Et donc, elle améliore la portance en virage et elle améliore énormément la stabilité en virage. Donc, on a sur certains rares avions d'aviation générale des ailes à profil variable. Ça commence à rentrer aussi dans les petits avions avec des avions en composite dont le profil d'aile n'est pas le même au niveau de l'emplanture qu'au niveau de l'extrémité de l'aile, au niveau du saumon. Dans le cas des planeurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, le Arcus de Schempirt a une aile qui a 3 profils différents entre l'emplanture et le saumon. On a 3 portions avec des profils, des courbures et des cordes différentes. La corde diminue au fur et à mesure qu'on s'approche de l'extrémité, ce qui est vrai sur pratiquement tous les planeurs, mais surtout le profil n'est plus le même et la flèche change au fur et à mesure qu'on s'approche de l'extrémité. Dans les avions récents, comme notamment l'Airbus A350, il y a eu aussi un très gros travail de simulation numérique de la part d'Airbus et des équipes Airbus, avec des équipes qui se sont énormément penchées sur la performance du profil d'aile. Et justement, l'A350, comme d'ailleurs quelques années plus tôt le Dreamliner, le 787 de Boeing, ont inauguré des profils d'aile qui étaient assez différents, et je ne vais pas dire révolutionnaires, mais en tout cas qui étaient des fortes évolutions par rapport au profil des ailes des autres avions de génération précédente. Dans le cas de l'A320, par exemple, l'A320 Neo, non seulement a des moteurs différents, il a une partie de sa cellule, un certain nombre de composants qui sont maintenant des composites, mais son profil d'aile, notamment, a été pas mal modifié par rapport au profil d'aile des premiers A320 de la fin des années 80. Voilà. Donc, vous voyez que le profil, c'est pas un sujet tout à fait anodin. C'est un sujet très important pour traiter la question de la portance, de l'efficacité aérodynamique, de la performance physique, c'est-à-dire du rapport portance résultante par rapport à puissance nécessaire pour atteindre la vitesse. Le rapport le plus important étant, je fais un profil, qu'est-ce que j'obtiens comme portance et qu'est-ce que j'engendre comme traînée. Alors, justement, le rapport entre les deux est directement l'image de la performance d'un profil. En fait, on va essayer d'augmenter au maximum CZ, c'est-à-dire d'augmenter au maximum la portance obtenue à une certaine vitesse, et de l'autre côté, on va essayer de ne pas faire augmenter, parce qu'on n'arrive pas à diminuer, malheureusement, mais ne pas faire augmenter trop la traînée. On dit, j'essaye d'avoir l'aile géniale, celle qui fait de la portance sans faire de traînée. Elle n'existe pas. Donc, je vais essayer d'avoir l'aile un peu moins géniale, celle qui me permet d'avoir pas mal de portance, tout en n'ayant pas trop de traînée. Alors, on va faire le rapport entre les deux. On va exprimer la portance en fonction de la traînée. On va prendre la mesure en soufflerie pour un certain nombre de vitesses. Voilà. En fait, plutôt pour une certaine vitesse d'écoulement, parce que la polaire des vitesses, on verra que ça correspond uniquement, elle est surtout utilisée pour les planeurs. Pour les avions, on va utiliser la portance de type FL. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une aile, on va la mettre dans une soufflerie. Cette aile que l'on va mettre dans une soufflerie, on va lui appliquer une certaine vitesse d'écoulement d'air. En général, une vitesse assez standard. En fait, on va prendre une vitesse qu'on appelle 1,3 VSO. Autrement dit, on va prendre la vitesse à partir de laquelle la portance apparaît et on va la multiplier par 1,3. Donc, on prend une aile et on la met dans une soufflerie. Donc, on va prendre cette aile et puis on va faire exactement ce qui est indiqué ici, là, dans ce schéma qu'on avait vu la semaine dernière. On va faire varier l'incidence. Donc, on va prendre cette aile
et on va modifier l'angle que l'aile fait par rapport au flux d'air. Flux d'air à vitesse constante, d'accord ? Parce que sinon, si on fait varier la vitesse, on va faire varier la portance. Donc, or, ce n'est pas ce qu'on cherche, on va chercher à isoler les facteurs. On va s'intéresser uniquement à l'incidence. L'incidence va évidemment modifier la façon dont les filets d'air vont s'écouler sur l'aile. Et comme l'aile n'a pas changé de forme, ça va nous donner une variation du CZ. Okay ? Plus je vais incliner l'aile en montant le bord d'attaque et en descendant le bord de fuite, plus je vais engendrer une augmentation de la portance jusqu'à un certain moment. Vu qu'à partir d'un certain moment, la portance augmente avec l'incidence jusqu'à une certaine limite. Comme la densité de l'air ici est toujours la même, comme la vitesse de l'air ici est toujours la même, ça veut dire que ρ n'a pas changé. Ici, S, la surface de l'aile n'a pas changé. V carré, la vitesse de l'aile n'a pas changé. Donc, si je modifie l'angle d'incidence, la seule chose qui se modifie, c'est CZ, le coefficient de portance. Et ça va se modifier parce qu'au fur et à mesure que je vais augmenter l'incidence, je vais augmenter la portance jusqu'à un moment donné, une incidence limite, où là, d'un seul coup, boum, ça s'arrête. Le coefficient de l'aile, donc, va augmenter. Et donc, on va également s'apercevoir que si j'augmente cette incidence, voilà, si j'augmente cette incidence, j'augmente la vitesse, la traînée augmente. J'augmente également l'incidence, la traînée augmente. Et donc, nous sommes ici dans une situation où l'on met une aile dans un tunnel, vitesse constante, température constante, densité de l'air constante, surface de l'aile constante. La seule chose que je vais faire varier, c'est l'incidence. Donc, la position de l'aile par rapport au flux d'air. Quand l'aile est à plat, grosso modo, voilà, plus ou moins à plat ou en incidence négative, j'ai une portance nulle. Voilà, vous voyez, CZ égale 0. L'aile ne produit pas de portance. L'aile ne produit pas de portance, mais comme elle est dans un flux d'air, elle génère quand même, là, ici, on n'est pas à 0, CX n'est jamais à 0. D'accord ? Même une aile symétrique, parfaitement à incidence nulle dans le flux d'air, va générer du frottement, va générer de la traînée de forme, de la traînée induite, de la traînée de cierge. Elle va générer de la résistance. Donc CX n'est jamais nul. Mais je peux avoir une aile dont la position dans l'air fait qu'elle ne génère pas de portance. Je vais petit à petit incliner cette aile, c'est-à-dire remonter le bord d'attaque et abaisser le bord de fuite. Autrement dit, on va faire exactement ce qui était sur ce dessin. Voilà. Je prends cet avion et je lui monte le nez. Autrement dit, je monte le bord d'attaque et j'abaisse le bord de fuite. Donc, j'augmente l'angle d'incidence. Eh bien, quand j'augmente l'angle d'incidence, que se passe-t-il? Voilà, tagadagada. Ok, ça y est, je suis allé trop loin. Voilà. J'augmente l'angle d'incidence. D'un seul coup, je vois apparaître de la portance. Je commence tout de suite, déjà petit à petit, à voir apparaître de la portance. Alors, il y a un moment donné, il y a un peu de portance qui va apparaître avec une très légère diminution de la résistance dans l'air, parce que l'air va s'écouler de façon plus harmonieuse autour. Je vais diminuer, en fait, ma traînée induite, en réalité. Très légèrement. C'est minime. Cette diminution de la traînée est tout à fait minime, avec l'apparition d'un petit peu de portance. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est quand je continue à augmenter l'incidence. J'augmente l'incidence et ma portance va augmenter. Elle va augmenter de plus en plus fortement. Par contre, la traînée aussi va augmenter. Vous voyez que ici, CZ augmente, ma portance augmente, mais CX augmente également et il augmente de plus en plus. Et à un moment donné, on va atteindre un optimum, ici, au point 3. On va atteindre l'optimum où la traînée a augmenté moins vite que la portance.
Et ici, on arrive à ce point d'équilibre. Quand je continue à augmenter mon incidence, il va se passer quoi? Eh bien, il va se passer que la portance va continuer à augmenter, mais cette fois-ci, la traînée va augmenter de plus en plus vite. Et en fait, la portance augmente de moins en moins vite et la traînée augmente de plus en plus vite. Et la traînée augmente plus vite que la portance. Si elles augmentaient de la même manière, on continuerait ici. Si la portance augmentait plus vite que la traînée, elle serait là. Eh bien, là, la traînée commence à augmenter plus vite que la portance, alors que là, la portance augmentait plus vite que la traînée. Évidemment, cette portance continue à augmenter, ce CZ, jusqu'à un moment donné où l'incidence va être telle que j'obtiens la portance maximum. Si je continue à augmenter l'incidence, la traînée va continuer à augmenter, mais la portance n'augmentera plus. Et il y a un moment donné, paf, alors le point 5, il devrait être à peu près ici, il n'est pas matérialisé, mais il est grosso modo, ouais, il est là, il est au bout de la courbe. Et à un moment donné, si je continue à augmenter l'incidence, non seulement ma traînée continue à augmenter, mais il y a un moment donné où ici, boum, la portance disparaît. Ça devient soudainement 0, parce que l'aile décroche. L'aile décroche, et c'est ce que nous avons vu avec ce dessin-là. Est-ce qu'on le voit, le dessin? Voilà, on le verra plus tard. Voilà. Donc, la polaire dite FL, va rechercher sur un profil d'aile. En modifiant le profil, on va regarder si l'on arrive à avoir un point 3 qui se déplace plutôt par là que par là. Si le point 3 se déplace à droite, ben ça veut dire que mon nouveau profil est moins bon que le précédent, parce que pour la même augmentation de portance, j'obtiens une plus grande augmentation de traînée. Si par contre mon nouveau profil donne une courbe qui se trouve à gauche de ce point 3, eh bien, c'est qu'il est bien plus performant que celui-là, parce que pour la même augmentation d'incidence, j'obtiens une augmentation plus rapide de la portance et moins rapide de la traînée. Donc, plus je suis de ce côté-ci, mieux c'est. Plus je suis de ce côté-ci, moins c'est bon. Donc, si je compare deux profils d'aile, eh bien, si j'ai une courbe comme ça, que la nouvelle elle est à l'intérieur, il est moins bon. Si la nouvelle est à l'extérieur, il est meilleur. Évidemment, si je peux en plus améliorer au niveau vitesse le fait que la portance maximale ou la finesse max apparaissent le plus tard possible, c'est d'autant mieux. Voilà. Et surtout, le rapport entre CX et CZ vont être l'objet de recherche permanente. Donc, voici la polaire des coefficients portance traînée. Évidemment, ça se passe à une certaine vitesse. Si je modifie la vitesse et que, par exemple, dans ma soufflerie, j'augmente de 50% la vitesse de l'air, automatiquement, je vais avoir un CZ qui va être augmenté, V carré, un CX qui va être augmenté aussi. Je devrais théoriquement avoir la même courbe, vu que d'un côté, j'ai V carré, de l'autre côté, j'ai V carré. Normalement, il devrait y avoir le même comportement. Malheureusement, quand j'augmente la vitesse de l'air, je ne vais pas changer grand-chose au CZ, mais je vais changer des choses au CX parce que la traînée induite va être plus importante. Donc, je vais forcément avoir une courbe un peu différente. Okay, voilà. Mais ce point est un point, je dirais, plutôt de problème d'ingénieur aéronautique qu'un problème de pilote. Vous, en tant que pilote, ce qui est super important, c'est de connaître l'incidence qui permet d'avoir la finesse max. Et cette incidence ne va pas être la même selon les vitesses. Mais vous aurez une incidence standard correspondant à une certaine portance générant une certaine traînée. Cette finesse maximale, elle est indispensable à connaître pour un planeur. Elle est là aussi nécessaire à connaître pour un pilote d'avion. Sauf qu'à bord de l'avion, il n'y a aucun instrument,
sauf sur certains avions de chasse pour des raisons différentes. On n'aura jamais, en tout cas sur les avions, les petits avions, etc., vous n'aurez jamais l'affichage de votre incidence. Incidence qui s'appelle en anglais Angle of Attack, AOA. Par contre, une incidence donnée va correspondre pour une certaine puissance, une certaine vitesse. Donc, la bonne façon de savoir si on est à la bonne incidence, le seul moyen, c'est de connaître la vitesse à laquelle correspond cette incidence. On verra que c'est la vitesse de finesse maximum. Alors, c'est quoi la finesse? Qu'est-ce que la finesse? Eh bien, la finesse maximale, c'est le moment où vous aurez sur un angle d'incidence donné, ici, la meilleure portance possible pour le moins de traînées possible. Ça va se traduire par le fait que, à cette incidence-là, les performances de l'aéronef seront les meilleures. Performance de l'aéronef, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il fait, et là en l'occurrence, on va prendre l'exemple d'un vol plané, parce que sur un aéronef motorisé, le vol plané est une situation un peu exceptionnelle. Ça veut dire que votre moteur est tombé en panne. La finesse ne nous intéresse pas sur un appareil à moteur parce qu'on va maintenir en permanence de la puissance, permettant de maintenir la vitesse horizontale et donc permettant de continuer à voler sans gain d'altitude, sans perte d'altitude, dans un vol rectiligne stabilisé. On y reviendra tout à l'heure, les différentes phases du vol. Par contre, en vol plané, c'est important. Et même pour un aéronef motorisé, on va vous donner une vitesse de finesse maximale. Cette vitesse de finesse maximale correspond à une certaine incidence. Et comme vous ne pouvez pas mesurer l'incidence, mais que par contre, vous avez un instrument qui vous affiche votre vitesse, en affichant la bonne vitesse, vous saurez que vous êtes à la bonne incidence une fois que vous aurez perdu votre moteur. Qu'est-ce que la finesse? La finesse, c'est la distance que je parcours lorsque j'ai perdu une certaine hauteur en vol plané. En effet, en vol plané, je n'ai plus de moteur pour m'emmener à l'horizontale. Je dois donc utiliser une autre force qui est mon poids. J'ai donc ici un aéronef dont je mets la trajectoire en léger piqué. La trajectoire en piqué ne veut pas dire que l'incidence est négative. Pourquoi? Parce que l'air va arriver ici avec un certain angle d'attaque par rapport à l'aile. Donc ici, j'ai une composante du poids qui m'emmène. Inversement, comme j'ai de la vitesse, j'ai une certaine composante ici. Vous voyez, mon poids est là. Mon poids, je peux le décomposer en poids apparent et en force ici qui va m'emmener en avant. Évidemment, cette force va être contrebalancée par la traînée, mais comme cette force m'emmène en avant, elle me donne une certaine vitesse qui me permet d'avoir de la portance. Quand je vais planer, je vais parcourir une certaine distance, mais par contre, pendant que je vais parcourir cette distance, je vais perdre une certaine hauteur. Voilà. Donc, le rapport entre la hauteur perdue et la distance parcourue me donne la finesse. La finesse, c'est quelle distance je parcours et quand j'ai parcouru cette distance, quelle hauteur j'ai perdue pour parcourir cette distance. Voilà la finesse. Drag ratio. Lift drag ratio. Alors, évidemment, si je prends par exemple un planeur tel que celui que nous avons, les planeurs école biplace dans le hangar de Morey-Pisy, quand je vais perdre 1 mètre ici, je vais parcourir 31 mètres ici, 32. Sur la doc, c'est 32. Mais bon. Voilà. Autrement dit, si je perds 100 mètres ici, je fais 3200 mètres ici. Ça veut dire que si je parcours
3200 mètres en ayant perdu 100 mètres, ma finesse est égale à 32. Si je prends un avion comme celui que j'ai, un Coulommiers 1 PA28, le Piper PA28, avion métallique, 1 tonne 100, quand j'ai plus de moteur, je lui mets le nez vers le bas, il va donc garder une vitesse R ici de 72 nœuds, c'est écrit dans la doc. Si je sais qu'en mettant le manche en avant, si je vais plus vite que 72 nœuds, ça veut dire que j'ai une incidence plus forte, j'ai une incidence plus faible, je vais être dans une situation dans la polaire ici, si je vais plus vite. Autrement dit, je ne vais pas être à l'optimum. Je vais avoir, si j'augmente ma vitesse, je vais être dans une situation ici. Mon CZ va être inférieur, mais du coup, je vais être dans une portance supérieure avec un CZ inférieur grâce à la vitesse, CZ inférieur, mais le CX aura moins baissé que le CZ. Autrement dit, ma traînée ramenée à ma portance va augmenter. Inversement, si je vais trop lentement, je serai ici. Je vais donc, si je vais plus lentement que 72 nœuds, ça veut dire que je suis en train de tirer sur le manche. Ça veut dire que j'augmente mon incidence pour essayer d'obtenir un CZ meilleur par rapport à cette vitesse. Mais si je tire sur le manche pour obtenir plus de CZ, je vais là aussi quitter l'optimum représenté par cette droite et je vais avoir une traînée malheureusement moins bonne par rapport à ma portance que si j'étais à l'optimum. Donc, si je prends de part et d'autre de la finesse maximum, si je tire plus sur le manche en allant moins vite, je vais dégrader les performances. Si je tire moins sur le manche, je prends une incidence plus faible. Je vais avoir un CZ plus faible, mais en même temps, là aussi, une traînée plus forte. C'est moins efficace. Voilà, donc j'ai une certaine vitesse ici, dans le PA28, correspondant à ma meilleure finesse. Je sais que quand j'affiche ici 72 nœuds, eh bien, ça veut dire que j'ai la bonne attitude ici, le bon angle d'incidence de mon profil d'aile par rapport à la vitesse R relative, et je vais donc avoir ici une finesse qui fait que je vais, pour 100 mètres perdus, je vais parcourir environ entre 900 et 1000 mètres. C'est plutôt aux alentours de 900 mètres. Ma finesse est égale à 9. D'accord ? Distance parcourue 900 mètres, hauteur perdue 100 mètres. Finesse 9. Vous voyez que la finesse d'un avion est bien inférieure à la finesse d'un planeur. Normal, le planeur, c'est fait pour ça, c'est conçu pour ça. Ça a des ailes très fines, c'est plus léger, ça fait le moins de traînée possible. Ça a une corde beaucoup plus courte, ça a un allongement beaucoup plus important que celui d'un avion. En effet, un planeur, 100 mètres de perdu, 3 km 2 de fait. Un avion PA28, 100 mètres de perdu, 900 mètres de parcouru. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même, configuration. Voilà. La comparaison, évidemment, n'est pas raison, mais là, la comparaison, elle est évidente. Figurez-vous qu'un avion de ligne a une finesse bien meilleure que celle de la plupart des petits avions. En effet, les petits avions privés, les avions écoles, etc., on va leur faire des ailes relativement courtes. Pour des raisons à la fois pratiques, pas avoir des engins gigantesques dans les hangars, avoir des raisons surtout très importantes du point de vue du coût de construction et des matériaux, parce que si je lui fais une aile plus longue en envergure, qui va être évidemment meilleure du point de vue de l'allongement, donc meilleure du point de vue du ratio entre la finesse, entre la traînée
et la portance. Le seul problème, c'est que si j'augmente les envergures, ça implique des contraintes structurelles sur les longerons. Ça fait des longerons qui doivent être renforcés. Ça fait des coûts de construction beaucoup plus élevés, etc., etc. Donc, une des raisons de faire des ailes relativement courtes pour les avions, les petits avions privés et les avions écoles, comme on les fait courtes, eh bien, évidemment, il faut qu'on fasse des cordes plus longues et des épaisseurs plus importantes. C'est parce que ça permet de faire des avions qui ne coûteront pas trop cher à fabriquer et qui seront relativement stables. L'inconvénient, c'est qu'ils ont une grosse consommation d'énergie par rapport à la vitesse atteinte et ils ont une finesse pas terrible. Mais ils ont l'avantage d'être relativement économiques à construire et d'être faciles à piloter. Si je fais à l'inverse des avions avec des ailes très minces, avec une corde très petite et des envergures très grandes, eh ben, ils vont commencer à coûter très cher à fabriquer. Ils vont être surtout beaucoup plus délicats à piloter. Et voilà, mais ils vont être par contre beaucoup plus performants du point de vue de la traînée. Figurez-vous que ce genre d'avion, ça s'appelle des planeurs. Alors évidemment, on arrive à un prix du planeur qui est à peu près le même que celui d'un avion. Il coûte beaucoup plus cher à fabriquer au niveau de la cellule et des ailes, mais par contre, on fait une grosse économie parce qu'on n'est pas obligé d'y mettre un moteur. Voilà. Donc, donnant, finalement, aujourd'hui, un planeur moderne coûte presque aussi cher qu'un avion d'aéroclub. Mais voilà, vous constatez que la finesse, c'est un paramètre super important. Très important, évidemment, pour un planeur. On va essayer d'améliorer les planeurs le mieux possible. On a les planeurs écoles, c'est finesse 30. Les planeurs, on va dire, de compétition, c'est 40 à 45 pour les monoplaces. On arrive à faire un peu mieux maintenant, y compris avec des choses qui vont à 45-50. Et on a des ovnis absolument incroyables. On fait des planeurs modernes maintenant en classe libre avec des envergures de 22-23 mètres ou des choses comme l'Arcus. Et surtout, le dernier là, qui vient de sortir, donc le JS3 de Junkers, on dépasse les 55 de finesse. 55, et il y a des travaux sur ELA2 en Allemagne où ils ont fabriqué, ils travaillent sur un planeur qui est expérimental encore pour l'instant, mais qui dépasse les 60 de finesse. Je ne sais plus si on est à 62 ou 65. Donc, vous voyez qu'on arrive avec des planeurs à avoir 2 fois plus de distance parcourue que le planeur école à 30. Et encore 30, les planeurs en plastique aujourd'hui, école de finesse 30, c'est vachement mieux que ce qu'on avait il y a encore 30 ans ou 40 ans comme planeur école. Voilà. Ensuite, si je continue la question de la performance des profils, donc la vitesse, la finesse par rapport à l'air ne dépend que de l'incidence. Okay, la finesse R, c'est que de l'incidence. Quels que soient les mouvements de l'air, la finesse ne dépend que de l'incidence. Si, par malheur, par contre, vous avez du vent, par exemple, j'ai du vent de face, là où ma finesse théorique, si l'air était immobile, c'est ça, eh bien, si j'ai du vent de face, ce vent-là va ralentir ma progression et ma finesse sol va être moins bonne. Inversement, si j'ai du vent dans le dos, cette vitesse de la masse d'air va s'additionner à ma vitesse à moi et fait que ma finesse apparente par rapport au sol va être augmentée de la vitesse du vent. On dit le vent va m'aider à parcourir de la distance en plus de la distance que mon planeur ferait en air immobile. Alors, le point suivant est essentiel à comprendre, là aussi, parce qu'il y a des questions là-dessus. Nous allons parler du décrochage. En anglais, stall. Vitesse de décrochage, stall speed. Comme le graphique est en anglais, mais que les traductions sont dans le texte, vous avez ici la situation d'un profil donné. Un profil donné, vous augmentez son incidence. Au fur et à mesure que vous augmentez son incidence, sa portance augmente. En même temps, la traînée, drag, augmente.
portance lift, traînée drag. Cependant, les filets d'air qui s'écoulent sur l'extrado vont commencer à se décrocher de l'extrado au fur et à mesure que l'on va augmenter l'incidence. Alors, dès le départ, même sur un profil droit, un profil à plat, nous aurons des phénomènes ici de décollement des filets d'air. À l'extrémité, ils vont de toute façon se décoller. Est-ce que j'ai ça dans ce document-là? Non, je ne l'ai pas dans ce document-là. Je vais vous le montrer avec une autre illustration que je devrais avoir. Je vous laisse ça apparaître. Donc, ici, ça va commencer à se décrocher. Plus je vais augmenter l'incidence, Angle of Attack, qui est écrit ici avec son abréviation AOA. Angle of Attack, angle d'incidence. Quand je vais commencer à augmenter, évidemment, ici, la portance va commencer à augmenter. La traînée va aussi augmenter. Au départ, un peu moins vite que l'augmentation de la portance, puis à partir de l'incidence de finesse max, la proportion va s'inverser. Je continue à augmenter l'incidence. La portance va continuer à augmenter, mais de plus en plus lentement. Et la traînée va continuer à augmenter, mais de plus en plus vite. C'est pourquoi l'optimum entre les deux, c'est quand la portance continue à augmenter, mais n'augmente de moins en moins vite, et la traînée commence à augmenter de plus en plus vite. On arrive à un optimum entre la portance et la traînée qui s'appelle la finesse max. Je continue au-delà de la finesse max, ma portance continue à augmenter, puis à un moment donné, elle n'augmente plus. La traînée, elle, continue à augmenter. Je vais passer un certain point, et qu'est-ce qui va se passer pendant tout ce temps-là? Que va-t-il se passer? Les filets d'air vont se décrocher. Le problème, c'est que l'endroit où les filets d'air se décrochent se rapproche de plus en plus du milieu de l'aile. Et puis, à un moment donné, ils vont carrément commencer à se décrocher, c'est-à-dire ils ne créent plus de portance, quasiment ici au niveau de ce qu'on appelle le centre de portance. On verra ça après. Et donc, il se trouve que sur mon aile, j'ai encore la partie avant de l'aile qui crée de la portance parce que j'ai des filets d'air qui sont à son contact, et j'ai la partie arrière de l'aile qui ne produit plus aucune portance. Évidemment, dans ces cas-là, la portance ne peut plus augmenter et la traînée continue à augmenter. Et puis arrive un moment donné où quand l'angle devient tellement important que les filets d'air se décrochent ici, carrément au point d'épaisseur maximum ou au point ici de la tangente de l'écoulement du vent relatif. Ça veut dire qu'il n'y a plus de portance du tout. Voilà. Les filets d'air se décrochent dès le bord d'attaque. Le décrochage est une question d'angle, pas une question de vitesse. Donc, il y a un moment donné où l'angle est tellement important que les filets d'air ne peuvent plus suivre la courbure de l'aile et commencent à créer ici des rouleaux et des turbulences. Ils ne sont plus au contact de l'aile et donc ils ne créent plus de portance. Il n'y a plus de portance, plus du tout, et l'avion tombe. Et ça peut très bien se produire à 500 km/h. Ce n'est pas une question de vitesse. La portance chute, l'aile décroche. Évidemment, ça se produit dans 90, 95, 99% des cas à basse vitesse. Pourquoi? J'ai un avion qui ralentit. Comme il ralentit, ici, évidemment, vous connaissez la formule de la portance, 1/2 de ρ S CZ. Si j'ai V carré qui diminue, c'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, c'est pas gentil ça. Qui a laissé son micro ouvert et j'entends derrière les chiens qui aboient. Je vais désactiver les micros de tout le monde. Voilà, merci d'éteindre vos micros. Merci. Voilà, je reviens à ce schéma. Si je ralentis mon appareil,
Formule de la portance. 1/2 de ρ S V carré CZ, telle qu'elle est sur le doc. Et moi, je vous l'ai présenté en 1/2 de ρ S CZ V carré. Je diminue V carré. Si je ne veux pas tomber, il faut que je maintienne ma portance. Si je diminue un facteur, il faut que j'en augmente un autre. Je ne peux pas changer la densité de l'air. Je peux difficilement changer la surface de mon aile, sauf si j'ai des volets Fowler ou des volets extractibles. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'augmente CZ. Pour augmenter CZ, je tire sur le manche et j'augmente l'incidence. Je ralentis, je tire sur le manche. Je ralentis encore plus, je tire sur le manche. Je ralentis encore, je ralentis, je ralentis, je ralentis. Je tire de plus en plus sur le manche pour maintenir ma portance. Et il y a un moment donné, je vais avoir une vitesse tellement faible que j'aurai beau tirer sur le manche, je vais dépasser l'incidence de décrochage et là, il tombe. C'est pourquoi le décrochage se produit la plupart du temps du fait d'une insuffisance de vitesse. L'insuffisance de vitesse conduisant le pilote à tirer sur le manche pour augmenter son incidence. Et il y a un moment donné, il a beau augmenter l'incidence, il ne se passera plus rien. Au contraire, la portance va s'effondrer et la machine va décrocher. Mais nous avons également un deuxième cas de figure, beaucoup plus rare, malheureusement beaucoup plus dangereux encore. Parce que si vous décrochez à cause de la vitesse, c'est très facile. Il suffit de remettre le manche en avant. Et à ce moment-là, l'avion reprend de la vitesse, l'aile retrouve de la portance et vous arrêtez de tomber, vous volez. Évidemment, vous ne pouvez le faire, mettre le manche en avant et reprendre de la vitesse que si vous êtes suffisamment haut. Parce que si vous êtes déjà à ras du sol, c'est trop tard. L'avion va faire un bisou à la planète et ce n'est pas de très très bonnes situations. Par contre, une deuxième cas de figure, malheureusement, alors heureusement beaucoup plus rare, mais malheureusement extrêmement dangereux car quasi systématiquement mortel, c'est le décrochage dynamique. J'ai un avion qui vole, il a beau voler à 150, 200, 300, 500 km/h, on tire comme une brute sur le manche et là, l'avion, l'aile décroche, la portance disparaît et pourtant, l'air a beau défiler à 500 km/h, il n'accrochera pas le profil. C'est typiquement l'accident qui se produit en vol acrobatique sur une sortie de looping. Une sortie de looping qui se fait trop rapidement, avec une vitesse trop élevée, j'ai un pilote qui tire sur le manche comme une brute, il a beau tirer sur le manche, l'avion cessera de faire une courbe, il continuera tout droit, parce qu'il n'y a plus aucune portance. Les ailes ne donnent plus de portance, et l'avion continue exactement dans la direction du vecteur vitesse, c'est-à-dire direction le sol. Et malheureusement, ça se termine mal. Je dois pouvoir vous montrer, si je l'ai gardé, le cas de figure d'un décrochage dynamique. J'ai ça là. Je regarde si je le retrouve ici. Ça doit être dans BIA. Bougez pas, je dois l'avoir ici. BIA. BIA. Ressources. Ah bah non. Non, c'est pas dans BIA que j'ai mis ça. Alors, je vais vous le retrouver. Facteur humain. Je l'avais gardé précieusement, ce truc-là. Toc. Pourtant, j'avais fait ça. Attendez, ne quittez pas, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai à un moment ou un autre. Je le retrouverai à un moment ou à un autre. Ça, c'est quoi, ça? Non, ça, c'est pas ça. Ok, bon, je vais vous le retrouver. Je vais vous le retrouver, sauf si c'est éventuellement là-dedans. Dans les vidéos, parce que il y avait effectivement, c'était une vidéo sur laquelle on voyait bien l'erreur, mais
dramatique de pilotage d'un pilote de démonstration sur un avion de chasse. Il fait une sortie de looping sans réduire la puissance. Et donc, évidemment, il sort du looping à une vitesse colossale, vitesse bien trop élevée pour pouvoir assurer un rayon de virage trop serré. Il tire sur le manche comme une brute, mais il ne se passe rien. Et pour cause, l'avion continue tout droit et vient taper dans le sol avant même qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. Bon, ben, tant pis, je vous la retrouverai pour le prochain cours et je vous montrerai un décrochage dynamique. Ensuite, nous avons également, alors, si je pourrais vous montrer le phénomène de décrochage, je vais vous le montrer cette fois-ci sur des images que j'ai en formation FIS. Où est-ce qu'elle est, voilà. Formation. Ah oui, mais non, sauf que FIS, je l'ai mis ailleurs pour la bonne raison que je ne l'ai plus sur cette machine. Ah, punaise, ça aussi, ça m'énerve. Le fait de travailler sur deux machines différentes m'amène à être obligé de faire un certain nombre de compromis en termes de gestion des fichiers. Et dommage, j'ai viré le dossier FIS avec les profils d'écoulement. Je vais vous proposer ça, écoulement turbulent. Et je sais que ça se fait, écoulement turbulent et laminaire. Voici ce que l'on a sur Onera. Je sais qu'il y a des vidéos, là-dessus. Voilà. Voici un écoulement turbulent ou laminaire. Voici un écoulement sur un profil d'aile. Et on a, je sais qu'ils ont fait de magnifiques vidéos l'ONERA pour justement voir ce qui se passe sur la voilà, tac tac tac, vidéo, je vais regarder ça. Ah, tiens, il doit y avoir ça. Voilà, on va voir ça sous forme d'un magnifique. Alors ça, c'est dans une, machin. Bon, voilà, couche limite, voilà, décrochage. Putain, ça, c'est ça. Écoulement, décrochage. Je vais regarder décrochage. Ça existe, hein, il y a des choses. Voilà. Bon, je vous le retrouverai, j'arrive pas à le retrouver. J'ai les vidéos de l'ONERA qui montrent le déplacement ici du décrochage des filets d'air au fur et à mesure qu'on augmente l'angle d'attaque. Alors, caractéristiques et performances des profils, toujours, on continue là-dessus. On a pour l'utilisation en vol à voile, que se passe-t-il? Ça y est maintenant. Il est voilé. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, bon, ok. Ouais, ben, il ne veut plus s'afficher correctement. OK. Donc, je vais le refermer. Je vais reprendre ça parce que j'ai quelqu'un qui a écrit. Tac. Je le reprends. Je l'ouvre avec Google Chrome. Voilà. Je le referme. Bien. Je reviens au bon endroit. Voilà. Temps de forces. La caractéristique et performance des profils. Alors, nous pouvons utiliser la polaire des vitesses cette fois-ci. Alors, celle-là, on l'utilise beaucoup pour les planeurs. Alors, là, on va plutôt parler de rapport entre les vitesses. Donc, on voit apparaître la finesse de l'aéronef. En effet, si je reprends la définition de la finesse, ici, définition de la finesse, c'est la hauteur, la distance parcourue sur la hauteur perdue. Mais la distance parcourue, si je la ramène au temps passé, d'accord, je prends la distance parcourue
divisé par exemple par le nombre d'heures ou le nombre de minutes ou le nombre de secondes, ça peut être c'est ma vitesse horizontale. Okay, si je prends la distance parcourue, par exemple, 80 km en 1 heure, eh bien, ça me donne ma vitesse horizontale 80 km/h. Mais comme cette vitesse horizontale va aussi correspondre, alors je ne vais pas prendre 80 km/h, je vais prendre un exemple un tout petit poil plus simple, c'est 90 km/h. D'accord ? Si je prends ici 90 km/h, ce 90 km/h, ça correspond évidemment à 90 000 mètres parcourus en 1 heure. Bien. 90 000 mètres en 1 heure, c'est relativement simple parce que ça fait 25 mètres secondes. Vous pourrez vérifier, c'est assez mathématique. En effet, 90 000 mètres, attendez, non, je suis en train de faire une connerie là. C'est pas ça, il faut que je prenne 72 plus la moitié, 72 plus 26, 72 plus 36. Excusez-moi, j'ai fait une erreur de calcul mental. Je prends 108 km/h. Je vais prendre ici 108 km/h. 108 km/h, ça fait rien d'autre que ni plus ni moins 35 mètres secondes, 30 mètres secondes. Si je prends du 25 mètres secondes, on est à... Bah si, pardon, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'était bien ça, pardon. Excusez-moi, j'étais en train de mélanger deux trucs. Je suis donc à 90 km/h. Ok, 90 km/h, ça fait donc 90 000 mètres. Je suis à 90 km/h et à 90 km/h, ça n'est rien d'autre que si je le ramène en vitesse par seconde, 25 mètres secondes. Mais le même planeur, là, quand il vole à 90 km/h en ligne droite, eh bien, il a ce qu'on appelle un certain taux de chute. Autrement dit, je fais ici 25 mètres en 1 seconde, je perds 0,7 mètres, 0,7 mètres par 0,7 mètres, un peu plus en fait, 0,8 mètres. Je perds ici 0,8 mètres pendant le même temps. Autrement dit, j'ai fait 25 mètres ici et j'ai fait 0,8 mètres comme ça. Eh bien, ça revient au même que de faire 310 mètres ici et 10 mètres là. Donc, je fais le ratio ici. Chaque fois que j'ai perdu 1 mètre, j'en fais 31. Ce qui revient au même que chaque fois que je vole à 25 mètres secondes, je descends de 0,8 mètres par seconde. Okay, donc, si je divise la distance parcourue par le temps que j'ai mis à le parcourir, je le divise par la hauteur perdue pendant le même temps, eh bien, j'obtiens exactement la même chose si je divise les distances par les hauteurs en divisant la vitesse horizontale par la vitesse verticale. Alors, je vais m'approcher de ceci. Si au lieu de faire le ratio entre le CZ, à savoir la portance, et le CX, à savoir la traînée, mais je fais le rapport entre la vitesse à laquelle j'ai parcouru cette distance et la vitesse à laquelle je perds de la hauteur, ce qui n'est ni plus ni moins que la caractéristique de la performance aérodynamique, donc de la puissance nécessaire pour vaincre la traînée, j'obtiens ce qu'on appelle une polaire des vitesses. Vitesse horizontale divisée par vitesse verticale. Ça me donne effectivement que si j'augmente ma vitesse, eh bien, je vais augmenter la portance et donc la distance parcourue jusqu'à un moment donné
mais en même temps, évidemment, je vais augmenter aussi mon taux de chute. Donc, en dessous d'une certaine vitesse, ma portance diminue, mais mon taux de chute augmente encore plus vite. Au-dessus d'une certaine vitesse, ma distance parcourue augmente, donc ma portance augmente, mais mon taux de chute augmente plus vite que ma distance parcourue. Donc, je vais avoir ici, là, à la tangente de la droite qui passe par 0 et la courbe, je vais avoir la vitesse ici de finesse maximum. Et d'ailleurs, sur ce planeur, qui se trouve être, tiens, comme par hasard, le K21 dont je vous parle depuis tout à l'heure, nous avons ici, à cet endroit 2, d'accord? Là, ici, le point 1, ce point-là, c'est le point où on a le taux de chute le moins élevé, là, ici, point 1. Ça, ben, c'est la vitesse à laquelle ça ne vole plus, d'accord? En dessous de 45-50 km/h, ça ne vole même pas. Voilà. Donc, il commence à y avoir de la portance. La portance apparaît à partir de 50 km/h. En fait, elle n'est pas encore suffisante pour faire voler l'aéronef, qui va commencer à voler ici à peu près aux alentours de 60-65. On va être ici à environ 70-75 km/h à la chute minimale. Donc, c'est là que j'obtiens le taux de chute le plus faible. Mais ma portance n'est pas encore géniale parce que finalement, la finesse n'est pas bonne. Puis j'arrive au point 2, où on a la finesse maximum du planeur, c'est-à-dire le ratio entre 90 km/h et 0,8 mètres par seconde. Voilà. Vous voyez qu'à 90 km/h et 0,8 mètres par seconde, j'obtiens ma finesse maximum qui est de 31. Après, si j'accélère avec ce planeur, ben, je vais avoir plus de vitesse. Je vais augmenter ma vitesse, mais je vais consommer de l'énergie parce que ma traînée va augmenter plus vite. Et donc, mon taux de chute, autrement dit, la hauteur que je vais perdre pour aller plus vite, va devenir de plus en plus importante. Ma finesse va se dégrader. Je ne serai pas à la finesse maximum. Voilà. Ici, on est sur une Fmax à 27 pour 88. Bon, ben, d'accord, ça c'est pas un K21, là, c'est un Twin. Voilà. Si évidemment, j'augmente la masse de l'aéronef, forcément, je vais avoir besoin de plus de portance. Forcément, pour avoir plus de portance, le seul moyen, c'est d'aller plus vite. Et donc, forcément, je vais avoir une finesse max à une vitesse plus importante. Ici, par exemple, je vais charger mon planeur, par exemple, avec des ballasts, où je suis dans un K21, là, je suis seul à bord, et là, on est deux à bord, donc il est plus lourd. Comme il est plus lourd, il me faut plus de portance. Pour avoir plus de portance, seul moyen, augmenter V carré. Voilà. Donc, il faut que je vole plus vite. Et si je vole plus vite, mon taux de chute va être plus important. Et donc, ma finesse va être moins bonne. Ma finesse max, elle est là, mais elle va se passer. On va la calculer un peu différemment. On va avoir ici une finesse max à 110 km/h pour un taux de chute de 1,1. Voilà. Et donc, on sera à une finesse max qui va tomber en dessous de 30. Alors, je continue avec la caractéristique et les performances des profils. Il se trouve que sur un profil donné, la portance ne va pas s'exprimer de la même manière. Elle va se répartir de façon différente selon les endroits de la portance, selon les endroits de l'aile. Alors, chaque section du profil va contribuer avec un peu de force. Alors, il y a notamment toute la partie... Alors, l'endroit où vont s'exprimer ces différentes forces ne vont pas être les mêmes selon l'incidence de l'aile. Donc ici, j'ai une incidence très faible. Je vais avoir une portance qui va être faite de façon à peu près répartie tout au long. Elle va être assez importante ici tout au long de la courbure, puis elle va être moins importante sur la deuxième partie de l'aile et elle va être très très faible sur les derniers centimètres ici. Parce que petit à petit, les filets vont commencer à se décoller, voire à devenir turbulents vers la fin.
Et vous voyez donc bien que les 2/3 arrière de l'aile apportent à peu près autant de portance que le tiers avant. C'est assez fréquent. Je ne vais pas dire que c'est toutes les ailes qui sont comme ça. Surtout, n'en faites pas une généralité. Mais assez globalement, grosso modo, la moitié de la portance vient du tiers avant, l'autre moitié de la portance vient des 2/3 arrière de l'aile. Ce qui veut dire que, grosso modo, la résultante de toutes ces forces, fortes devant, moyennes au milieu, faibles derrière, va aboutir à ce qu'on appelle le centre de portance. D'accord ? C'est l'endroit où je peux faire la somme de toutes les forces de cette aile, aboutissent à l'équivalent d'une force appliquée ici. Et en général, en règle générale, le centre de portance a incidence nulle est relativement proche, plus ou moins aux alentours du premier tiers de l'aile. C'est pas toujours ça, hein. Ça peut même être très variable en fonction de la nature du profil. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai montré les profils là, expérimentaux RONCZ, là, les RONC-Z. C'était des profils qui étaient conçus pour que le centre de portance soit le plus proche du milieu. D'accord ? Un centre de portance très proche du milieu. Ça a été étudié justement pour avoir des ailes très stables, parce que quelle que soit l'incidence, le centre de portance sera toujours à peu près au même endroit. Le problème, c'est qu'ils sont dégueulasses au niveau performance. Ils provoquent des traînées importantes et surtout une augmentation de la traînée très importante avec l'incidence. Donc, ils ont une qualité fantastique, c'est que le centre de portance ne bouge presque pas et donc elle est très stable. Ils ont un énorme défaut, c'est qu'il faut mettre des gros moteurs très gourmands parce que ces profils ne sont pas très efficaces. Voilà. Ils sont stables, mais pas efficaces. À l'inverse, par exemple, ces profils Epler, donc avec une aile bombée dessus et creuse en dessous, ils vont être très bonne portance, ils vont être très efficaces parce qu'ils vont générer beaucoup moins de traînée qu'un profil épais. Vous voyez qu'il est globalement plus mince parce qu'il est creusé en dessous. Comme il est plus mince, ils vont faire beaucoup moins de traînée. Le problème, c'est qu'ils sont très instables. Eh bien, on va les utiliser pour les avions de ligne parce qu'on a toute une série de mécanismes de commande et d'ordinateurs à bord qui permettent d'éviter aux pilotes de se foutre dans une situation impossible. Et surtout, on va s'en servir pour monter très vite à haute altitude et où les effets de l'instabilité ne seront pas aussi importants que dans les situations basses. Voilà. On va avoir des profils très efficaces, très bonne portance et justement très économiques. C'est ce que cherchent les compagnies aériennes et surtout aussi les passagers au niveau du prix du billet. Voilà. Donc, quand je vais prendre un profil donné, en incidence de traînée minimale, on va avoir un certain centre de portance. Le problème, c'est que quand je vais, voilà, il se trouve entre 30 et 50% de la corde, je vous dis qu'il est généralement aux alentours du premier tiers, c'est-à-dire environ 35%. C'est la situation en aviation générale. D'accord ? Parfois, on va le reculer un peu pour obtenir des ailes plus stables, mais non. Lorsque l'incidence augmente, le centre de portance avance. D'accord ? Le centre de portance, quand je vais lever là, le bord d'attaque, donc je vais augmenter mon incidence, la partie arrière va porter de moins en moins. Les turbulences vont se rapprocher ici. Et donc, la portance va venir essentiellement de la partie avant de l'aile et plus du tout de la partie arrière. Ce qui veut dire que quand je fais le total des forces, le centre de portance va avancer, 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 avancer. Ce qui va se passer, c'est que si j'augmente l'incidence, je vais avoir un effet ici de couple autour du foyer. Ça, ce foyer, c'est le point d'application des variations de portance. Si j'augmente la vitesse, la force augmente à cet endroit, devant le centre de portance. Ça veut dire que si j'augmente la vitesse, sans changer l'incidence, le centre de portance se rapproche parce que les forces supplémentaires s'appliqueront ici.
Il y a plus de force ici, moins de force ici. Donc, le centre de portance se rapproche. De même, j'augmente l'incidence sans augmenter la vitesse. La partie arrière porte de moins en moins, la partie avant porte de plus en plus. Cela aboutit à avoir une force supplémentaire au point F et donc un centre de portance qui se rapproche. En général, le foyer est sur la partie avant de l'aile. On sait que chaque fois qu'on augmente la vitesse ou chaque fois qu'on augmente l'incidence, j'ai de plus en plus de force sur le début de l'aile. D'accord ? L'application des forces se fait là. La résultante des forces se fait ici. Et évidemment, plus je cadre mon aile, plus le centre de portance se rapproche du foyer. Et on peut même dire, ce n'est pas tout à fait exact, mais plus le centre de portance se rapproche du foyer, plus vous vous rapprochez de l'incidence de décrochage. Alors, on améliore énormément les performances des profils grâce à des winglets. On diminue la traînée parce qu'on diminue l'écoulement turbulent ici. Voilà des winglets des deux côtés. On empêche l'air en compression de passer par-dessus. On empêche l'air en dépression dessus d'aspirer l'air qui est en dessous. Et donc, on va canaliser à l'extrémité de l'aile le flux, ce qui va diminuer le tourbillon de Prandtl et ce qui va améliorer considérablement la portance sur le dernier mètre ou les deux derniers mètres ici de l'aile, ce qui du coup augmente son allongement, augmente sa portance, diminue la turbulence et augmente le ratio portance sur traînée, parce que la traînée reste la même, voire on la diminue un peu, et la portance augmente. On a une version de ces winglets, là, celui-ci, on les appelle des sharklets, car ils ont carrément une forme d'aileron de requin. Alors, ils ont cette forme d'aileron de requin parce que si je rajoute évidemment de la ferraille là au bout, certes, je vais augmenter la portance de ça, mais comme ici, j'ai de la ferraille qui va frotter dans l'air, je vais augmenter la traînée. Mais il se trouve que cette winglet, elle augmente un tout petit peu la traînée, mais à peine, alors qu'elle augmente énormément la portance ici en diminuant le tourbillon induit, en diminuant le tourbillon de Prandtl et en augmentant la portance. Ici, le sharklet, il essaye d'avoir les avantages sans les inconvénients parce qu'en recourbant ici le bord d'attaque, je vais faire que la traînée supplémentaire est ridiculement faible alors que je vais obtenir de la portance supplémentaire. Donc, les sharklets, c'est une forme de winglet qui augmente la portance sans augmenter la traînée. Alors, il y a un autre dispositif qui va être très important, et en particulier, justement, sur les avions de toute nature, en vue de jouer sur le fameux CZ, de la formule de la portance. Je vous rappelle la formule de la portance, 1/2 de ρ multiplié par S multiplié par CZ multiplié par V carré. Bon, il y a deux moments où je vais avoir besoin d'avoir un max de portance. C'est le moment où ma vitesse va être faible. Ouais. Je vais donc utiliser ce qu'on appelle des dispositifs hypersustentateurs. Alors, les dispositifs hypersustentateurs, on va voir deux catégories de dispositifs. Ça, c'est la première catégorie. Dispositif hypersustentateur, l'objectif est d'augmenter la portance en modifiant le profil, voire en modifiant la surface. Okay ? Je vais donc être dans des situations où malheureusement V n'est pas très grand, donc V carré n'est pas grand non plus. Ce n'est pas parce que c'est au carré que ça va être forcément la fête du slip. Je suis dans une situation où ma vitesse est faible. Deux situations classiques que connaissent tous les aéronefs où la vitesse est faible. La première, c'est le décollage. Évidemment, s'il faut que je sois à 500 km/h pour décoller, je n'ai aucune chance de les atteindre. Donc, on va essayer de faire en sorte que l'avion décolle le plus tôt possible de façon à éviter d'être obligé de faire des pistes de 10 km. Donc, on va essayer de faire des pistes d'une longueur raisonnable, entre 1 et 3 km, entre 1000 et 3000 mètres.
Mais de faire décoller un avion en 1000 mètres, ça veut dire qu'il doit être capable de décoller avec une vitesse encore relativement faible, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de place pour accélérer. Inversement, l'autre situation dans laquelle on souhaite avoir une vitesse la plus faible possible, c'est l'atterrissage. Parce qu'effectivement, se poser à 500 km/h, ce n'est pas une situation d'avenir. Donc, on va essayer de se poser à une vitesse raisonnable. La vitesse la plus raisonnable, c'est la vitesse la plus faible possible. Sauf que vitesse faible veut dire qu'il faut que je trouve un moyen d'avoir quand même assez de portance. Parce que la vitesse faible qui aboutit à ce que j'ai plus de portance, ça veut dire qu'on n'atterrit pas, on s'écrase. Donc, pour obtenir la possibilité d'atterrir sans s'écraser, là aussi, il faut que je fasse en sorte que la formule de la portance me permette d'avoir encore de la portance, bien que je diminue V, et donc V carré. Donc, si je diminue V, il va falloir que je joue sur un des autres facteurs. Quels sont les autres facteurs à ma disposition? Rho, aucune chance, c'est la densité de l'air. Je ne peux pas changer la densité de l'air, ça, je la subis. Par contre, S et CZ, je peux jouer dessus. Alors, on a vu que CZ, il y a une solution pour jouer dessus, c'est augmenter mon incidence. Je diminue ma vitesse, j'augmente l'incidence. Quand j'augmente l'incidence, CZ augmente. Ouais. Sauf que, manque de bol, il y a un moment donné où CZ n'augmente plus et où je décroche. Donc, voilà, je ne peux pas faire ce que je veux au niveau de tirer sur le manche. Alors, une autre solution pour augmenter CZ, eh bien, c'est les volets. Je prends cette aile-là, quand l'aile est à sa corde comme ça, ici, tout droit, eh bien, j'ai un certain CZ, j'ai un certain coefficient de portance. Si je baisse les volets, si la partie arrière de mon aile s'abaisse, ou par exemple ici, j'ai la partie inférieure de l'aile qui s'abaisse, je vais avoir quoi? La corde, au lieu d'être ici, donc le bord de fuite est là, le bord d'attaque est là, voilà une certaine corde. J'obtiens donc une certaine cambrure, donc un certain CZ, un petit CZ, mais qui me donne de la portance. Et donc, pour avoir de la portance, il faut que j'aille vite. Là, je vais avoir la corde qui va du bord d'attaque et maintenant le bord de fuite est ici. Vous voyez que la corde n'est plus du tout au même endroit. Et donc, soudainement, la cambrure, elle a quasiment doublé. D'accord? Au lieu d'avoir une cambrure ici, j'ai une cambrure qui va de cette ligne-là à cette courbe-là. La cambrure a doublé, le CZ a bondi. Et donc, forcément, comme le CZ a énormément augmenté, il a bien augmenté, ça me permet d'avoir la même portance avec une vitesse bien inférieure. Évidemment, comme j'ai augmenté la courbure, CZ a augmenté, mais CX a augmenté aussi. Ma traînée a énormément augmenté. Mais ce n'est pas grave, j'ai un moteur. Donc, je peux compenser l'augmentation de la traînée avec un peu de puissance supplémentaire, tout en volant beaucoup moins vite. La même chose peut s'obtenir avec un volet d'intrado. Vous voyez ici aussi que la corde s'est déplacée. Et je peux avoir un volet à fente. Volet à fente a l'avantage que ici, contrairement à un volet simple, je vais augmenter ma courbure, mais alors l'efficacité aérodynamique de la fin, là, elle est sérieusement dégradée parce que mes filets d'air vont se décoller. Grâce à un volet à fente, j'augmente la courbure tout en ayant ici un flux d'air qui passe par la fente et qui fait que l'aile reste efficace sur la totalité de sa longueur. Donc le volet à fente est un tout petit peu meilleur que le volet simple parce qu'il va augmenter énormément ses aides. Vous voyez, la corde, elle est bien différente de la corde normale. Et en plus, elle génère une moindre dégradation du CX. J'ai encore plus subtil. Alors après, les volets à fente, on peut les multiplier. Double fente, triple fente. Mais surtout, on a un truc vachement génial qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Fowler. Et là, les volets, non seulement au lieu de se courber, ce volet, il est à l'intérieur de l'aile et il se courbe et en plus, il sort de l'aile. Et là, vous constatez le double effet qui se coule.
Regardez la corde. La corde a augmenté. Certes, elle a augmenté la corde, donc j'ai augmenté la courbure totale de l'aile. Mais comme le volet est sorti de plusieurs dizaines de centimètres, et sur un avion de ligne, ça peut même atteindre 1,50 m, j'ai en plus non seulement augmenté CZ, mais en plus j'ai augmenté S. J'ai augmenté la surface de l'aile. Donc les volets Fowler sont des volets qui ont été développés très tôt justement pour les avions de ligne, pour des avions lourds, pour des avions pour lesquels je dois pouvoir diminuer énormément la vitesse au moment de l'atterrissage. Et pour diminuer cette vitesse, je vais augmenter et la courbure et la surface de l'aile. Voilà, je vais jouer sur CZ et sur S. Alors les volets Fowler, eh ben, il y a pratiquement tous les avions de ligne qui en ont. Mais il y a même un avion, un seul, qui a été fabriqué en France dans les années 60. Donc on a fabriqué des milliers d'exemplaires. Il se trouve que j'en ai un dans le hangar de Coulommiers. Le problème, c'est que les volets en question, on les a démontés pour les réparer, mais j'espère bien, avant le printemps l'année prochaine, pouvoir montrer comment fonctionnent les volets Fowler sur un rallye. Un appareil qui s'appelle le MS-892 Morane-Saulnier, qui est le seul avion d'Aéroclub qui a exactement les mêmes volets que sur un avion de ligne. Et donc, qui permettent d'augmenter à la fois la courbure et la surface de l'appareil. On va faire la même chose sur le bord d'attaque. On va mettre ce que l'on appelle des becs. Donc, il y a des becs fixes. Ça, je pourrais vous le montrer sur l'ULM que nous avons dans le hangar. Voilà des becs fixes qui permettent d'avoir un supplément de portance devant l'aile. Mais bon, ça, ce dispositif n'est pas vraiment un dispositif hyper sustentateur. Mais ça, c'est un bec mobile. Vous voyez que la corde qui allait d'ici à là va aller d'ici à là. Et les becs mobiles, en avançant le bord d'attaque, augmentent la courbure du profil et augmentent le profil. Et augmentent le CZ et donc augmentent la portance. Le volet Kruger, il est exactement comme le volet Fowler sur le bec de bord d'attaque. Il va augmenter la courbure. Donc, vous voyez que la corde qui était ici, elle devient là, la corde. Et en plus, il crée une surface plus importante de l'aile. Et donc, il va engendrer une portance extrêmement importante au niveau de la création d'une portance et d'une modification dans le cas du volet Kruger, à la fois du CZ par la courbure et de S par l'augmentation de la surface totale de l'aile. Le bec mobile ici, contrairement... alors, il y a des becs qui ne font qu'augmenter la courbure, et il y a des becs qui avancent. L'avantage du bec qui avance, comme le volet à fente, c'est qu'il crée une portance ici, et il crée ici un flux d'air qui est plaqué sur l'aile et qui fait que ça évite le découlement des filets. Au décollage, on va sortir des volets partiellement pour éviter d'augmenter trop la traînée. Mais par contre, on va augmenter la courbure pour commencer à générer de la portance le plus tôt possible. À l'atterrissage, on sort tout. On essaye d'atterrir le plus lentement possible. Donc, on sort tous les volets, on sort tous les becs. Il y a ensuite, combiné avec ces volets, on va installer, et en particulier sur les avions rapides, les avions de chasse, on va mettre soit des lames, soit des dents de scie, soit des fentes qui vont essayer ici de faire le même travail que ce que font les winglets, c'est-à-dire diminuer les turbulences d'écoulement à la surface de l'aile de façon à permettre d'éviter le décrochage des filets d'air sur la dernière partie du profil. Alors voilà des images de quelques exemples. Voici un Mirage 2000 ici avec des becs de bord d'attaque. On les a bien vus également sur les photos du Rafale dans le chapitre connaissances études des aéronefs. Voilà des becs de bord d'attaque. Voici des volets simples, volets de courbure d'un DR400. Vous voyez ici, donc je vais peut-être augmenter un tout petit peu la taille du machin, voilà, pour que vous puissiez voir ça. Voilà des becs, des volets qui s'abaissent et donc qui augmentent la courbure de l'aile, permettant
au décollage, d'avoir des vitesses raisonnables de décollage et éviter d'être obligé de décoller sur des pistes trop longues, et surtout à l'atterrissage, d'avoir une courbure importante permettant d'atterrir à une vitesse la plus faible possible au moment du contact avec le sol. Ça, ce sont des volets à double fente. Alors, c'est même plus que des doubles fentes, c'est des fallers, parce que le bord de fuite, il est ici, là, normalement. Voilà, il serait ici. Et donc, ces volets à double fente, qui sont normalement logés à l'intérieur de l'aile, sortent de l'aile, et ils créent non seulement une courbure très importante, là, on est sur un Embraer 145, donc un avion de transport régional double biturbine, biturbopropulseur. Cet Embraer-là a des volets qui sortent de l'aile et qui créent à la fois une courbure et surtout cette gigantesque surface supplémentaire qui augmente de pratiquement 1/3 la surface de l'aile et donc crée de la portance supplémentaire. Voici des volets d'un A380, pareil, volets de courbure et à fente, double fente, c'est des fallers. Voici les becs de bord d'attaque qui, eux, avancent lorsqu'ils sont... Alors, ceux-là, ils sont partiellement sortis, mais ces becs qui sont contre l'aile avancent et créent une fente ici entre l'aile et le bord d'attaque. Ça a comme conséquence, voici ici les volets, donc les fallers, qui sont sortis. Normalement, le bord de fuite, il est ici. Vous voyez que ça augmente de pratiquement 25% la surface de l'aile de l'A380 à l'atterrissage. Nous avons ensuite besoin de freiner l'avion. Alors, on va essayer de à la fois diminuer la portance. En fait, les aérofreins, c'est pas vraiment des freins. En fait, un aérofrein ne freine pas beaucoup un avion. Mais un aérofrein va casser sa portance. Voilà des spoilers qui vont diminuer la portance, donc augmenter la traînée, casser la portance. Et en fait, ça va permettre d'augmenter le taux de descente sans augmenter la vitesse. En effet, si je veux atterrir, il faut que je descende. Si je veux descendre, il faut que j'arrive à descendre avec une pente suffisante. Le problème, c'est que si j'augmente ma pente parce que je diminue mon incidence et que j'appuie sur le manche, je mets le manche en avant, je descends le nez de l'avion, que va faire l'avion? Eh bien, il va être entraîné par son propre poids. Entraîné par son propre poids, il va accélérer. Donc, si je mets du manche en avant, je vais descendre, certes, mais je vais descendre de plus en plus vite. Et si l'objectif, c'est d'atterrir, ce n'est pas exactement la bonne configuration. Parce que je vais arriver au niveau de la piste à une vitesse monstrueuse. Et donc, je vais la rater, voire je vais m'écraser. Donc, il faut que j'arrive à descendre, c'est-à-dire à augmenter ma pente sans augmenter ma vitesse. Le seul moyen pour augmenter la pente sans augmenter la vitesse, c'est diminuer la portance. Donc, les spoilers, là, vont permettre d'augmenter la pente de descente sans augmenter la vitesse. Vous vous dites, c'est contraire des volets. Oui, c'est un peu le contraire des volets, mais on va utiliser les deux simultanément. C'est-à-dire qu'on va diminuer la portance, mais augmenter la courbure pour que la portance résiduelle me permette d'avoir ce taux de descente à une vitesse plus faible. Ça, par contre, c'est des vrais aérofreins. Et ça va être utilisé notamment par les avions de chasse. Alors là, leur but, ce n'est pas de casser la portance, c'est augmenter brutalement la traînée. Évidemment, si j'augmente brutalement la traînée, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une force qui va me retenir en arrière et cette force va évidemment diminuer très, très intensément et très rapidement la vitesse. C'est essentiellement pour permettre des manœuvres d'accélération ou ralentissement très brutal, notamment en combat aérien. Donc là, on est véritablement sur de l'aérofrein, sur ce Mirage 2000. Alors, je crois qu'on est sur un Mirage 2000 là. Oui, je pense qu'on est sur un 2000. Voilà. Et là,
Ça, c'est vraiment l'objectif, c'est augmenter la traînée. On ne casse pas du tout la portance, on ne modifie pas le profil de l'aile, etc. Ça, par contre, c'est un spoiler. Donc ça, c'est air brakes. Et ça, ce sont des spoilers qui ont comme objectif de détruire la portance. Alors, sur les planeurs, on va avoir des trucs qu'on appelle des aérofreins, mais qui en réalité ne sont pas vraiment des freins. Ils ne vont pas beaucoup freiner, ils vont surtout casser la portance. Les aérofreins d'un planeur n'ont pas du tout cette tête-là. On les verra dans le hangar un de ces jours. Ce sont des lames qui sortent de l'aile et qui ont comme objectif de casser la portance du segment d'aile sur laquelle ils se trouvent. On va parler rapidement de stabilité. On va parler rapidement de la stabilité. J'espère que j'ai encore assez de temps. Oui, il me reste une petite dizaine de minutes parce que je vais arrêter à 19h25 pour la bonne raison que la salle où je suis ferme à 19h30. Donc, stabilité. La stabilité longitudinale, ça c'est le point le plus important. En effet, un aéronef, ici, il va avoir une certaine résultante de portance. Okay, la résultante de la portance, elle va s'appliquer au centre de portance que l'on vient de voir. Donc, à une certaine vitesse, l'air qui s'écoule sur le profil crée une portance qui va s'appliquer là. Mais si le chargement de mon avion fait que mon centre de gravité est derrière le centre de portance, nous aurons un avion instable. Pourquoi est-il instable? Parce que s'il accélère, son centre de portance ici fait que cette force va augmenter. Et cette force-là, le centre de gravité, qui lui ne change pas, fait qu'on va obtenir un effet vers l'arrière. Et cet avion va être instable. Il va partir en arrière en permanence. Partant en arrière, son incidence augmente. Son incidence augmente, sa portance augmente. Et donc, le couple vers l'arrière va être de plus en plus important. Autrement dit, je lâche tout, il se cabre. Comme son incidence augmente, sa portance augmente, il continue à se cabrer. Et ça ne s'arrête pas. Et donc, forcément, il décroche et il part sur le dos. Et comme il part sur le dos, il retrouve de la portance. Et comme sa portance augmente, il se recabre et il repart. Et il va partir en sucette. Notamment, il risque de partir en vrille. À l'inverse, si le centre de gravité est devant le centre de portance, que va-t-il se passer? J'ai quelqu'un qui lâche les commandes. Le centre de gravité étant devant, ça va créer un couple piqueur. Comme le couple est piqueur, la vitesse va augmenter. Comme la vitesse va augmenter, la force ici va augmenter. Le couple piqueur, pardon. Couple piqueur, mon centre de gravité va vers l'avant. La portance diminue, on part vers l'avant et la vitesse augmente, ce qui fait que la portance réaugmente et il va retrouver une stabilité. Plus le centre de gravité est en avant, plus il est stable. Ça ne se dégrade pas. D'accord? La portance va donc réaugmenter et comme la portance va augmenter, le couple piqueur va diminuer. Et comme le couple piqueur va diminuer, il va revenir à son point de départ. Donc, on va faire en sorte, dans un aéronef classique, que le centre de gravité soit toujours devant le centre de portance. C'est ce qu'on appelle la marge statique. Mais on va rajouter derrière un empennage. Et l'empennage, lui, il est déporteur. C'est-à-dire que la courbure de l'empennage est plus importante dessous que dessus. Si la vitesse augmente, l'appui sur l'empennage augmente. À l'inverse, si la vitesse augmente, la portance augmente. Nous avons donc ici l'empennage qui va compenser la différence de distance entre la position du centre de gravité et la position du centre de portance.
En effet, si je le laissais comme ça, si je n'avais pas cette force-là, ici, l'avion piquerait du nez en permanence. Mais grâce à l'empennage, ces trois forces-là s'équilibrent. Une petite force à l'arrière avec un grand bras de levier compense la différence de distance d'une grande force avec un petit bras de levier. Alors, si je lâche tout sur cet aéronef, que se passe-t-il? Si l'incidence augmente, ici, que va-t-il se passer? L'incidence augmente, la portance augmente, ici. Okay. La portance augmente, la portance RZ, vitesse augmente, la portance de l'empennage diminue. Le résultat, c'est qu'ici, l'empennage va moins appuyer et forcément, le nez de l'avion va redescendre. Ça veut dire qu'un couple à piqué apparaît et l'incidence diminue. À l'inverse, je diminue l'incidence. La résultante ici, aérodynamique, diminue. La portance diminue. Vous voyez, l'aile est pratiquement horizontale, alors que là, l'aile était déjà fortement cabrée. Là, l'incidence diminue. Évidemment, que va-t-il se passer par contre? La force appliquée sur l'empennage, elle, augmente. La résultante aérodynamique de l'empennage augmente. Il appuie de plus en plus vers le bas. Et que va-t-il produire? Il va produire un couple accabré qui va faire que l'incidence augmente. Donc voilà un aéronef qui est stable. En effet, il est stable parce que si l'incidence augmente, il va avoir tendance à avoir le nez qui descend. Et si le nez descend et l'incidence diminue, il va avoir tendance à ce que le nez remonte. Il a ce qu'on appelle cette fois-ci une stabilité dynamique. Autrement dit, ici, il est déjà statique quand toutes les forces s'équilibrent. La marge statique ici est compensée par la résultante aérodynamique de l'empennage, mais cette résultante aérodynamique varie dans le bon sens en fonction de l'incidence positive ou négative de l'aéronef. Autrement dit, si je lâche tout, il va se mettre à faire ce qu'on appelle marsouiner, c'est-à-dire il va lever le nez, et comme il va lever le nez, il va ralentir, donc il va replonger. Comme il va replonger, il va accélérer, et du coup, il va remonter le nez. Voilà. Et donc, il va maintenir comme ça, dans une espèce d'oscillation, une situation qui est dynamiquement stable. Si je passe le centre de gravité derrière le centre de portance, à ce moment-là, l'empennage et la gravité vont agir dans le même sens et l'appareil va être totalement instable. Autrement dit, dès la moindre variation d'incidence, ça va partir en sucette parce que ça va augmenter dans le même sens que la variation d'incidence. Alors, tous les avions civils sont conçus pour être dynamiquement stables. Les avions de voltige et encore plus les avions militaires vont être conçus pour être volontairement instables. Ils sont volontairement instables parce que ce qui va permettre de maintenir la stabilité, c'est les variations de vitesse, c'est-à-dire la puissance du moteur. Autrement dit, un avion de voltige et surtout un avion militaire ne sont stabilisés que par leur vitesse et leur vitesse n'est stabilisée que par la puissance du moteur. Autrement dit, un avion de chasse, un avion militaire sans moteur, c'est un caillou. C'est impilotable. C'est impossible à piloter, c'est totalement instable et ça ne peut absolument pas se contrôler et ça peut difficilement se poser sans moteur. C'est-à-dire difficilement, voire quasiment impossiblement stabilisable et donc quasi impossiblement contrôlable, stabilisable et posable. Résultat, sur ces avions-là, il y a un siège éjectable. Et pour la voltige, pareil, le pilote a un parachute. Parce que s'il perd le moteur, il a 9 chances sur 10 de ne pas réussir à ramener l'avion au sol. Ça va être extrêmement difficile. Ce sont des avions peu stables. Encore que les avions de voltige, on va dire, ils sont peu stables. Les avions militaires, ils sont systématiquement instables.
Si maintenant vous prenez un avion civil, que ce soit un avion de ligne ou un avion d'aéroclub, et que vous le chargez de façon tellement débile que le centre de gravité soit en arrière, ce qui d'ailleurs déjà serait une violation des critères d'utilisation de l'avion. Mais si votre centre de gravité atterrit derrière, il sera quasiment impossible à piloter. Nous reviendrons dès la semaine prochaine sur la stabilité latérale qui va venir du dièdre et on verra qu'il y a un certain nombre d'effets secondaires au niveau du dièdre et de la forme de l'avion pour assurer sa stabilité. Voilà, cette partie un peu complexe, un peu difficile, un peu lourde de l'aérodynamique est une partie sur laquelle il y a beaucoup de questions et on sera amené à y revenir souvent parce que sur les 20 questions de la partie aérodynamique, vous pouvez vous attendre à au moins avoir 3 ou 4 questions sur les problématiques de portance, traînée, variation de la portance, variation de la traînée, centre de portance, stabilité. Il y a environ, on va dire, 4, 5, 6 questions autour de ces questions-là dans la partie aérodynamique du BIR. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais arrêter là le partage et je vais arrêter là l'enregistrement. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous souhaite